Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée de main au plan judiciaire par la reprise du procès de... Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Depuis le début du podcast, on a découvert l'histoire de nombreux tueurs en série. Ils sont toujours très terrifiants, manipulateurs, sans émotion. C'est le cas aussi pour ceux d'aujourd'hui. Le 31 octobre 1979, Shirley Lynette Ledford, âgée de 16 ans, fait du stop près d'une station essence afin de rentrer chez elle après une soirée d'Halloween. Elle ne se doute pas un instant qu'elle va être la cible de monstres plus terrifiants que tous ceux qu'elle a pu voir dans les films d'horreur. Le lendemain matin, le corps sans vie de Shirley est découvert par un jogger. Elle est la dernière victime connue de Lawrence Whitaker et Roy Norris, surnommés les Toolbox Killers, c'est-à-dire les tueurs à la boîte à outils en raison de leur mode de torture atroce. Aujourd'hui dans la Minute de l'Horreur, on va retracer la vie et le parcours criminel de deux hommes complètement détraqués. Zoom sur les Toolbox Killers. Lawrence Whitaker est né le 27 septembre 1940 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ses parents ne voulaient pas d'enfants. La nouvelle de cette grossesse a été donc dévastatrice. À la naissance, ses parents ont décidé de placer Lawrence dans un orphelinat. Il a alors été adopté par un couple qui déménageait très régulièrement. Son père adoptif travaillait dans l'industrie de l'aviation et durant son enfance donc, il était difficile pour Lawrence de s'adapter à ces changements réguliers d'école et de quartier. Dès l'adolescence, Lawrence est arrêté pour de multiples infractions et obtient donc un casier judiciaire en tant que mineur pour des petits vols à l'étalage. Il expliquera plus tard qu'en commettant ces délits, il tenait à compenser un manque d'amour et d'affection de ses parents. En 1957, alors qu'il a tout juste 17 ans, il abandonne le lycée malgré son QI très élevé et se consacre à ses activités criminelles. Après plusieurs arrestations, il est envoyé à la California Young Authority où il sera incarcéré jusqu'à ses 18 ans. Et pour l'anecdote, il est dans ce centre avec un autre détenu bien connu qui deviendra l'un des tueurs en série les plus connus d'Amérique. Il s'agit d'Ed Kemper. À sa libération, Lawrence réalise que ses parents ont déménagé sans donner d'adresse et ils l'ont déshérité. Il ne les reverra donc jamais au cours de sa vie. De son côté, Roy Norris est né le 5 février 1948 dans l'État du Colorado. Il a été conçu alors que ses parents n'étaient pas mariés et en raison de la pression sociale de l'époque, où avoir un enfant en dehors du mariage était assez tabou, ses parents ont décidé qu'il devait se marier. Le père de Roy travaillait dans une décharge et sa mère était une femme au foyer toxicomane. Roy a donc grandi avec des parents qui étaient plutôt instables et il a très vite été placé dans des familles d'accueil à plusieurs reprises durant sa jeunesse. Il décrira son enfance comme étant horrible parce que ses parents étaient verbalement abusifs avec lui. Il lui disait qu'il n'était pas voulu et les différentes familles d'accueil qui l'ont recueilli le privaient de nourriture et de vêtements. À 16 ans, alors qu'il rend visite à des proches de la famille, il parle à une jeune femme de manière assez suggestive. Elle s'est emportée contre lui et l'a mise dehors. Il a raconté ça à son père et il l'a menacé de le battre. Roy prend peur, il vole la voiture de ses parents et conduit jusqu'au Rocky Mountain où il essaye de se suicider en s'injectant de l'air pur dans une artère. Après cet échec, le fugueur est retrouvé par la police et est raccompagné chez ses parents. Son père, furieux, le frappe et le menace. Après cet épisode traumatique, Roy quitte le lycée et s'engage dans la marine. Il est envoyé en mission à San Diego, en Californie, à partir de 1965. En 1969, Roy est déployé au Vietnam, où il va expérimenter différentes drogues. À son retour aux États-Unis, il est déchargé avec honneur de son engagement à la US Navy. Lawrence, lui, se retrouve donc sans famille. Il est arrêté pour transport de véhicules volés entre deux États. Il a été condamné donc à 18 mois de prison. Et à peine sorti, son périple criminel, lui, continue. Quelques mois plus tard, il est de nouveau condamné à 15 ans de prison pour un braquage. Il est libéré seulement
3 ans après. Et les arrestations vont continuer comme ça jusqu'en 1974. Ce jour-là, Lawrence est arrêté pour une attaque avec tentative de meurtre. Alors qu'il essayait de voler un steak dans un supermarché, un employé l'a suivi et il l'a tout simplement poignardé. Après la marine, Roy commence lui aussi son parcours criminel. En 1969, il est arrêté pour viol. 1 an plus tard, il est libéré sous caution. Et il va attaquer une étudiante de l'université de Santiago en la frappant violemment contre un trottoir. Roy est alors condamné à 5 ans de prison et est classifié comme un délinquant sexuel avec des troubles mentaux. 5 ans plus tard, Roy est donc fraîchement libéré. Il approche une jeune femme à la sortie d'un restaurant. Il propose de la raccompagner en moto chez elle, mais elle refuse. Très énervé par son refus, il attrape son écharpe, la serre autour de son cou et la tire jusqu'à dans un buisson où il va la violer. La jeune femme va porter plainte mais ne va pas se souvenir de sa plaque d'immatriculation. Quelques mois plus tard, elle reconnaît sa moto garée sur un parking. Elle prévient la police et Roy est alors arrêté et est envoyé à la California Men's Colony, le même établissement où est incarcéré Lawrence. C'est ici que Roy et Lawrence vont donc se rencontrer. Au début, ils ne se parlent pas du tout, jusqu'à ce que Lawrence explique à Roy comment fabriquer des bijoux. Plus tard, ils vont se lier d'amitié et Lawrence va sauver Roy d'attaques planifiées par des codétenus à 2 reprises. Comme tous les amis, Roy et Lawrence vont commencer à parler, à se confier des secrets. Roy avoue qu'il aime voir le visage terrifié des femmes lorsqu'il les viole. Lawrence lui confie que si un jour lui, il viole une femme, il la tuera pour ne laisser aucune trace. Quand ils sont seuls, ils en profitent pour planifier des attaques et des meurtres à commettre dès leur sortie. Alors même qu'ils sont en prison, leur fantasme se transforme peu à peu en un plan élaboré pour assassiner une adolescente de chaque âge entre 13 ans et 19 ans. En 1979, Lawrence est libéré et il s'installe à Los Angeles. Il trouve du travail en tant que mécanicien et gagne beaucoup d'argent. Il commence à se faire très apprécier dans son quartier. Il est vu comme un homme généreux, toujours prêt à aider et qui donne beaucoup aux œuvres caritatives. Personne ne sait réellement qui il est et surtout qui il va devenir. Quelques mois plus tard, Roy sort également de prison, s'installe chez sa mère et gagne sa vie en tant qu'électricien. Peu de temps après, il reçoit une lettre de Lawrence qui l'invite à se rencontrer dans un hôtel pour discuter de leurs plans. Ils achètent ensemble un van qui a une large porte coulissante sur le côté, ce qui va leur permettre de se rapprocher très près d'une adolescente et de l'enlever très rapidement. Ils surnomment leur van le Murder Mac et l'aménagent en installant un lit, des outils, des vêtements et une glacière avec de la bière et du soda. Ils profitent de leur nouveau van et partent sur les routes de la côte ouest, s'arrêtant sur les plages pour draguer des jeunes femmes. À ce moment-là, plus rien ne les retient. Leur plan est prêt. Il ne manque plus que les victimes. La première, c'est Lucinda Schaeffer, âgée de 16 ans. Alors qu'elle rentre chez elle après une réunion à l'église, le van s'arrête devant elle et les 2 hommes à bord lui proposent de la raccompagner chez elle. Elle refuse. Ils lui proposent de la bière, de la drogue. Elle refuse encore. Il décide alors de conduire jusqu'en bas de la rue et de l'attendre. Roy la pousse à l'intérieur du van pendant que Lawrence monte le son de la radio pour couvrir les cris de Lucinda. Ils conduisent jusqu'aux montagnes. Roy la ligote et la bâillonne. Lawrence décrira plus tard la victime comme ayant un sens du contrôle hors du commun et une acceptante de la situation comme si elle allait savoir ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qui allait se passer ? Roy va la violer. Ensuite, les 2 hommes vont se disputer pour savoir qui va la tuer. Roy va essayer de l'étrangler, mais est déconcentré par le regard de la victime et va vomir. Lawrence essaye de l'étrangler à nouveau et tord un cintre en fil métallique autour de son cou. Ensuite, il va envelopper son corps dans un rideau de douche et le jeter en haut d'un canyon. La deuxième victime du duo se nomme Andrea Hall. Elle fait du stop lorsqu'elle est repérée par Lawrence et Roy. Il lui offre un soda
qu'elle accepte. Roy va la pousser donc à l'intérieur du van en lui tordant le bras et ils vont conduire jusqu'à leur lieu de prédilection, les montagnes de Saint-Gabriel. Andrea est violée 2 fois par Norris et 1 fois par Lawrence. C'est là que Lawrence va montrer son côté très sadique. Il va la forcer à marcher nue sur la route et à lui faire une fellation. Il prend également différentes photos avec son appareil. Roy, pendant ce temps, n'est pas là. Il était allé chercher de l'alcool dans une station essence. Quand il va revenir, Lawrence sera déjà seul. Il verra juste les photos, mais ne saura pas ce qu'il s'est réellement passé. Lawrence va lui raconter qu'avant de la tuer, il a demandé à Andrea de lui donner autant de raisons possibles pour la laisser en vie. Malgré ça, il va la tuer en l'étranglant et en lui enfonçant un pic de glace dans son oreille jusqu'à son cerveau avant de jeter son corps du haut d'une falaise. Le périple du duo continue et le 3 septembre, il repère 2 jeunes filles à un arrêt de bus. Il s'agit de Jackie Galliam, alors âgée de 13 ans, et de Jacqueline Lamp, âgée de 15 ans. Il leur propose de les déposer chez elles et leur offre de la marijuana. Elles acceptent et montent à bord. Jackie se rend rapidement compte qu'ils vont dans la mauvaise direction et essaye de sortir du van. Roy va l'assommer violemment au point où elle va perdre connaissance. Son ami va paniquer mais Roy va la maîtriser et va la ligoter. Au même moment, Jackie revient à elle et essaye de s'échapper. Elle va sortir du van mais Roy va la rattraper et la frapper. Lawrence va l'aider à la ramener dans le van et à l'attacher. Cette fois, ils restent presque 2 jours dans la montagne avec leurs victimes. Ils les violent, les torturent. Lawrence va même jusqu'à enregistrer avec un magnétophone pendant qu'il viole Jackie. Sans surprise, après ces 2 jours, les 2 jeunes filles sont ensuite tuées. Jackie sera tuée de la même manière que la 2e victime, étranglée et avec un pic de glace qui lui sera enfoncé dans l'oreille jusqu'à son cerveau. Jacqueline, elle se fait assommer d'un grand coup à la tête et ensuite d'un coup de marteau avant d'être étranglée. Leurs corps seront aussi jetés du haut d'une falaise. La dernière victime de Norris et Whittaker est sûrement la plus sanglante. Shirley, la jeune femme dont j'ai parlé au début, tuée après la soirée d'Halloween en 1979. Elle va accepter de se faire accompagner par Roy et Lawrence en voiture car elle reconnaît Lawrence. En effet, c'est un client qui vient très fréquemment dans le restaurant où elle était serveuse. Il lui offre de la marijuana, elle refuse. Alors Roy la menace d'un couteau et la ligote. Pendant qu'il va prendre le volant, Lawrence va lui parler, la frapper, se moquer d'elle quand elle pleure, et il va enregistrer également toute la conversation. Il va lui dire de crier encore plus fort, prendre une paire de tenailles, la violer et la sodomiser avec cette paire de tenailles. Il va la frapper plus de 25 fois avec un marteau et va l'achever en l'étranglant avec un cintre autour de son cou. Lawrence a une idée. Il veut laisser le corps sur une pelouse d'une maison au hasard pour voir la réaction des gens et attirer l'attention des médias. Le lendemain matin, le corps de Shirley est découvert et l'horreur envahit la ville. Plus tard, quand Lawrence sera interrogé sur le meurtre de Shirley, il dira que l'enregistrement audio n'est que la preuve d'un ménage à 3 et que Shirley les suppliait de la tuer et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. En novembre 1979, un ancien détenu et ami de Roy, Joseph Jackson, va consulter son avocat à propos d'une conversation qu'il a eue avec Roy. Il lui aurait confié les meurtres avec beaucoup de détails et admis qu'il aurait essayé d'enlever 3 autres filles, mais qu'elles s'étaient enfuies. Son avocat va donc lui conseiller de témoigner à la police de Los Angeles, et ce récit va concorder parfaitement avec les preuves trouvées sur la pelouse où était le corps de Shirley. L'une des 3 jeunes femmes enlevées, violées par Lawrence et Roy, mais qui a réussi à s'échapper, s'appelle Robin. Elle a réussi à les identifier lorsque la police lui a montré des photos d'eux. Ils ont donc décidé de placer Roy sous surveillance. Au bout de quelques jours à peine, ils le voient en train de vendre de la drogue. Il est donc arrêté pour violation de sa liberté conditionnelle et au même moment, Lawrence est dans une chambre d'hôtel où il est arrêté pour le viol de Robin. La jeune femme n'a pas réussi à les identifier à 100%, mais en fouillant la chambre d'hôtel de Lawrence, la police a trouvé assez d'indices incriminants pour les inculper.
ils ont trouvé des photos avec Andrea et Jackie, des outils, 2 colliers féminins et l'appareil à cassette. Dans l'appartement de Lawrence, ils retrouvent un bracelet appartenant à Shirley et des photos de jeunes femmes prises à leur insu. Le périple criminel des Toolbox Killers s'arrête enfin. Au début, Roy va nier les faits. Mais il finit par craquer et essaye de rejeter toute la faute sur Lawrence. Lawrence, quant à lui, fait une confession détaillée des meurtres et il dit à la police que la torture, c'était juste pour le fun. Lors d'une conférence de presse, la police de Los Angeles déclare que sur les photos retrouvées, ils ont réussi à identifier 19 jeunes femmes portées disparues. Mais ils ne trouvent pas de lien, à part ces photos, entre elles et Roy et Lawrence. Roy va donc guider les policiers jusqu'à l'emplacement dans la montagne où ils emmenaient leurs victimes. Et là, pareil, aucun corps ne va être retrouvé, à part celui de Jackie et Jacqueline. Lawrence n'a pas eu le droit à une libération sous caution, mais celle de Roy a été acceptée et fixée à $10 000. Roy a aussi accepté un arrangement avec les procureurs en témoignant contre Lawrence. La peine de mort ne serait pas demandée. Le 18 mars 1980, il plaide coupable pour 4 meurtres avec préméditation, un homicide volontaire, 2 viols et un braquage. Roy est condamné à une peine de prison allant de 45 ans à la prison à vie. Il est envoyé à la Donovan State Prison. Il expliquera dans des interviews que la seule raison pour laquelle il a aidé Lawrence, c'est qu'il avait peur de lui. En 2009, il avait le droit à une audience pour libération conditionnelle, mais il ne s'y est pas présenté. Le 24 février 2020, Roy Norris va décéder dans un hôpital pénitentiaire de mort naturelle. Lawrence, lui, a 29 chefs d'accusation contre lui. Il est resté silencieux quand on lui a demandé s'il plaidait coupable ou non. La juge a donc noté non coupable et Roy est le témoin principal de son procès. Il répond aux questions en détail. Et pendant ce procès, l'enregistrement de 17 minutes de Shirley a été écouté. Certains jurys ont dû sortir et ont pleuré en l'entendant, pendant que Lawrence, lui, riait et souriait en écoutant son enregistrement. Roy a également avoué que Lawrence aimait écouter l'enregistrement dans le van et trouvait ça très drôle. Le 18 février 1980, Lawrence est jugé coupable pour 5 meurtres avec préméditation, un complot pour commettre un meurtre, 9 viols, 5 enlèvements et 3 fois pour possession d'armes à feu illégales. Il est donc condamné à la peine de mort et au cours de sa vie, il fera de nombreux appels à la Cour suprême pour repousser la date de son exécution. Pendant sa peine, il a accordé plusieurs interviews sans jamais montrer de remords. Il disait que son seul regret a été de se faire arrêter. Lawrence Whitaker est mort à 72 ans le 13 décembre 2019. Le détective principal de l'affaire des Toolbox Killers, Paul Bynum, s'est suicidé à 39 ans. Il a laissé une lettre de 10 pages dans laquelle il expliquait que les meurtres de Roy Norris et Lawrence Whitaker le hantaient et qu'il avait peur qu'il soit libéré un jour. L'enregistrement de Shirley Ledford est toujours utilisé par le FBI pour entraîner ses agents à être moins sensibles à la réalité cruelle que sont les meurtres et la torture. L'histoire des Toolbox Killers est celle de 2 hommes qui, n'ayant pas trouvé dans leur place dans la société, ont mené une vie de dérive et de plaisir sadique. Lawrence, qui était le cerveau de l'opération, a vu en Roy un homme de main facilement manipulable, capable de tout en échange d'un moyen d'exercer ses pulsions perverses. Merci d'avoir suivi ce premier épisode hors série d'Halloween à propos des Toolbox Killers. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @lesminutesdel'horreur, à noter ce podcast de 5 étoiles s'il vous a plu sur Apple Podcast et à le partager si cela vous a plu. On se retrouve, je l'espère, très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle affaire criminelle. Et en attendant, faites très attention car ce n'est pas seulement à la nuit d'Halloween qu'il se passe les pires choses.